Bonjour, je suis Marion Troslar, médecin, chercheur en neurosciences et en sciences cognitives, et avec le docteur Claverie, également chercheur en neurosciences et en sciences cognitives, nous vous proposons un PowerPoint simple sur le trouble de stress post-traumatique qui a pour objectif de faire le lien entre, d'une part, la clinique du trauma, les modifications cérébrales qui sous-tendent les symptômes qui caractérisent le trauma, et également de mieux appréhender ces modifications cérébrales pour prendre en compte l'évolution et la dynamique du trauma pour un sujet. Un plan en deux parties. Premier plan, le trouble du stress post-traumatique, pour lequel nous le remettrons dans l'histoire diachronique du sujet. Un point sur la clinique, la prévalence, quelques éléments de psychométrie. Nous insisterons un petit peu sur la réorganisation cérébrale avant d'évoquer les traitements validés du trouble de stress post-traumatique. Deuxième partie, ciblant la pathologie chronique, ou en tout cas posant la question du trauma comme pathologie chronique à partir de données épidémiologiques, ce qui nous amènera à nous poser la question de comment prendre en charge la réadaptation dans cette pathologie, et avec un focus sur la méditation pleine conscience et les difficultés d'application de ces approches chez les patients. Commençons par le trouble de stress post-traumatique, et pour inscrire le trouble de stress post-traumatique dans une histoire complexe dans lequel vous avez un individu avec son génome et son histoire, et cet individu tel qu'il est va être confronté à un événement menaçant pour sa vie ou une répétition d'événements stressants qui sont susceptibles de faire émerger une pathologie, le trouble de stress aigu, qui va se compliquer ou pas si les symptômes durent un mois, en trouble de stress post-traumatique. Le trouble de stress post-traumatique, donc, qui nous occupe sur cette présentation, peut s'apaiser, rechuter. Ce qui est absolument important, c'est qu'il peut se chroniciser, évoluer vers un certain nombre de pathologies ou se compliquer d'un certain nombre de pathologies somatiques, mais également se compliquer de comorbidités parmi lesquelles on retrouve de façon assez fréquente les addictions, la dépression et le risque suicidaire. La clinique du trouble de stress post-traumatique est une clinique de l'enfermement dans la suite du trauma. Donc, si les symptômes durent un mois, le tableau clinique va s'exprimer dans quatre champs différents. À la fois une hypervigilance, un sujet tout le temps en alerte, des reviviscences diurnes et nocturnes ou nocturnes, qui caractérisent le fait que le sujet se replonge dans le trauma dès lors que dans son environnement, un indice lui rappelle le trauma initial, des comportements d'évitement extrêmement présents, notamment pour éviter tout indice en lien avec le trauma, et des dysfonctions cognitivo-émotionnelles. Ces dysfonctions cognitivo-émotionnelles ont été rajoutées dans le DSM-5, elles ne l'étaient pas à cette place-là dans le DSM-4, et les dysfonctions cognitives sont encore mal systématisées et peu étudiées. Sur le plan de la prévalence, vous aviez sur la diapo précédente deux chiffres. Dans les conflits armés, on observe chez les militaires entre 5 et 40 de troubles de stress post-traumatique selon la violence du conflit. Dans la cohorte des attentats du Bataclan, sur la population directement des impliqués du Bataclan, dans une étude qui n'est pas encore publiée, il est retrouvé à un an une prévalence de 63. Si l'on prend la publication de Yehuda en 2015, elle nous montre d'une part que selon les pays, la prévalence au cours des 12 derniers mois est extrêmement variable. Pour autant, on va retrouver des différences alors même que des pays vivent de façon assez similaire, notamment pour les pays européens. Et on observe aussi dans ce papier que selon la nature du trauma, la prévalence du trouble de stress post-traumatique est extrêmement différente, avec un minimum de prévalence pour le fait d'être témoin d'un événement traumatique et le maximum pour la maltraitance des enfants, les traumas de l'enfance, pardon, et les viols. Sur le plan de la psychométrie, il y a 3 questionnaires spécifiques, néanmoins d'autres questionnaires sont à utiliser, mais ceux qui sont spécifiques du trouble de stress post-traumatique. Le premier, c'est la CAPS, qui est un questionnaire clinique administré par le psychiatre, qui est donc un hétéroquestionnaire, c'est l'instrument de référence. Il comporte 30 items qui ont pour but, pour chacun des symptômes, d'évaluer à la fois leur fréquence et leur intensité, et d'évaluer les conséquences de ces symptômes sur la vie du patient.
la vie à la fois dans le champ professionnel, affectif, social. Les items doivent être lus de façon rigoureuse et il existe un seuil qui permet de catégoriser les patients comme ayant un trouble de stress post-traumatique ou non. Et la validation française est en cours, donc elle devrait être terminée courant 2019. La passation est un petit peu longue, c'est un minimum de 30 minutes. Un deuxième questionnaire de diagnostic qui est la Post-Traumatic Checklist 5, donc qui également évalue les symptômes du DSM-5, mais là sous la forme d'un auto-questionnaire de 20 items, validé en français en 2016, et qui évalue les 4 champs cliniques. Il existe également un seuil de 33, au-dessus duquel les patients sont reconnus comme ayant un trouble de stress post-traumatique. Enfin, il existe une échelle de sommeil spécifique du trouble de stress post-traumatique qui est la Pittsburgh Sleep Quality Index. Ces questionnaires a été validé en français et il cible typiquement les troubles du sommeil, du trouble de stress post-traumatique. En termes psychométriques, il est également important d'évaluer les comorbidités psychiatriques, dépressives, mais pour autant, dans ces évaluations-là, il n'existe pas de questionnaire spécifique du trouble de stress post-traumatique. Sur le plan des mécanismes impliqués dans l'émergence du trouble de stress post-traumatique, il est reconnu que le mécanisme initial est un conditionnement de peur qui implique l'amygdale et l'hippocampe. L'amygdale parce qu'elle détecte le danger et cette amygdale, elle fait son travail de détection du danger dans l'environnement et elle va être alimentée en permanence par l'hippocampe qui a mémorisé le contexte de façon sélective et qui va en permanence rechercher dans l'environnement du sujet les éléments des indices qui sont proches du contexte du traumatisme pour donner l'information à l'amygdale qu'il y a un danger et qui va donc activer les voies du stress. Cette dyade amygdale-hippocampe est normalement chez un sujet qui n'est pas traumatisé, supervisé par les zones du cortex préfrontal pour lesquelles on sait qu'il existe des connexions sur la manière dont les réseaux vont pouvoir, les connexions vont pouvoir superviser l'activation permanente de l'amygdale. Ce conditionnement de peur, il permet de mieux appréhender les symptômes et l'amygdale est directement impliquée dans le symptôme d'hypervigilance, l'hippocampe dans les perturbations mnésiques parce que notamment toute l'activité mnésique est centrée sur la recherche d'indices contextuels, c'est donc une dysfonction de la mémoire contextuelle. Il existe également d'autres modifications de la mémoire, mais celle-là est vraiment centrale. Et les dysfonctions cognitivo-émotionnelles, elles, vont impliquer les différentes zones du cortex préfrontal et notamment le cortex préfrontal ventromédian. Ces 3 symptômes ayant pour conséquence et corollaire la mise en place de comportements d'évitement par le sujet. Les données d'imagerie cérébrale montrent également qu'il y a une modification du fonctionnement des réseaux du cerveau et sans rentrer dans les différents réseaux existants, 3 réseaux ont principalement été étudiés dans le trouble de stress post-traumatique. Le réseau de Science qui est là pour détecter les dangers dans l'environnement, ce qui prend sens dans l'environnement, le signal pertinent pour un individu. Le réseau par défaut qui caractérise la capacité d'un individu à faire attention aux stimuli internes, ses activités mentales d'introspection, et puis le réseau exécutif central qui est un réseau de contrôle attentionnel et qui contribue au bon fonctionnement des fonctions cognitives exécutives. Dans le trouble de stress post-traumatique, le réseau de Science est tout le temps activé, même quand le cerveau doit être en fonctionnement par défaut, c'est-à-dire dans une situation d'introspection. Et ce réseau de Science est notamment tout le temps activé parce que l'individu perçoit le monde comme étant menaçant. Cette activation permanente du réseau de Science perturbe donc l'introspection et l'attention vers les stimuli internes et perturbe également le fonctionnement du réseau exécutif et donc les capacités cognitives des individus. Sur le plan des traitements, 2 approches ont un grade B dans les conférences de consensus et sont présentées dans les conférences de consensus et viennent en plus bien sûr de la psychoéducation et des autres approches de soutien social qu'on doit apporter aux patients. Ce sont notamment les antidépresseurs et les thérapies d'exposition, dont les thérapies EMDR, qui associent à l'exposition une stimulation bilatérale alternée, qu'elle soit visuelle, auditive ou tactile.
Ces thérapies d'exposition ciblent directement le conditionnement de peur. Les antidépresseurs sont efficaces, notamment dans la complication dépressive du trouble de stress post-traumatique. La deuxième partie, une fois présentés les principes généraux et les connaissances minimum sur le trouble de stress post-traumatique, il est intéressant de partir de l'étude de Salomon en 2006, qui montre que lorsque l'on prend une cohorte de sujets, au moins 120 sujets dans cette cohorte-là, qu'on regarde s'ils ont eu une réaction aiguë ou pas au départ. Donc, Salomon a utilisé la CIM-10 pour classifier le trouble de stress aigu. Donc, il parle là de combat stress reaction ou d'absence de combat stress reaction. Ce que l'on observe, c'est que quelle que soit la modalité d'expression en post-trauma, en post-confrontation, pardon, tous les chemins sont possibles. Des sujets qui n'auront pas de trouble de stress post-traumatique, indépendamment de la réaction initiale à la confrontation, des sujets qui en auront tout le temps, et des sujets sur 20 ans qui vont passer d'un état de souffrance traumatique à un état de rémission. Au-delà ou en plus, si l'on regarde les courbes évolutives du trouble de stress post-traumatique, quel que soit le traitement, on observe qu'à partir de 2 ans, il existe un plateau témoignant que 20 à 30% des gens ne sont pas en rémission. Ces éléments laissent fortement suggérer que le trouble de stress post-traumatique, pour une partie des gens, au moins c'est 30%, peut être regardé comme une pathologie chronique faite de rémission et de rechute, et que finalement très peu d'études sont conduites pour essayer de mieux appréhender comment maintenir les rémissions et comment prévenir les rechutes. Il est évident que les comorbidités qui compliquent le trouble de stress post-traumatique et cette évolution chronique ont des conséquences psycho-économiques importantes qui doivent faire porter une attention toute particulière à cette pathologie. Si on la regarde comme une pathologie chronique d'un sujet qui en permanence perçoit le monde comme menaçant, l'émergence des complications médicales est à penser, et notamment parce que le sujet est en permanence dans un état de stress chronique. Je vous renvoie là sur le cours sur le stress, dans lequel il est clairement accepté que le fait d'être en permanence dans un état de stress chronique a un coût de fonctionnement, ce qu'on appelle le coût allostatique, qui traduit le coût biologique de fonctionnement hors de la zone d'homéostasie pour un individu, et qui implique un excès d'activation et un défaut de régulation qui sous-tend un certain nombre de complications comme la dépression et le trouble des conduites, mais probablement également un certain nombre de complications médicales, somatiques, allant des troubles du sommeil, à l'anxiété, aux douleurs chroniques, à la dépression bien sûr, mais également à une irritabilité et à une colère quasi permanente pour beaucoup de sujets. Le diagramme en étoile que vous voyez là n'a pas de vérification scientifique, mais néanmoins, il est intéressant parce qu'il montre que beaucoup de pathologies somatiques sont associées aux troubles de stress post-traumatique, et que finalement, ces pathologies sont peu prises en compte. Quand quelqu'un vient avec une symptomatologie cardiaque de type infarctus du myocarde, on ne lui pose pas, ou ce n'est pas usuel d'aller regarder si un traumatisme n'est pas présent à l'origine, et un trouble de stress post-traumatique présent de façon chronique, et ce trouble de stress post-traumatique usant métaboliquement le sujet. Une étude récente qui montre que finalement, si on regarde chez les troubles de stress post-traumatique ce qu'il en est de l'état d'ostéoporose, ben, on observe dans une étude longitudinale que le trouble de stress post-traumatique, probablement par des dérégulations endocriniennes, favorise le risque d'ostéoporose. Enfin, là, une méta-analyse en bas de cette diapositive, pour laquelle vous voyez que la référence est extrêmement récente, qui liste 6 études sur l'association entre démence et troubles de stress post-traumatique, et qui montre pour 5 d'entre elles, clairement que le trouble de stress post-traumatique est un facteur de risque de démence. Ces études concernent essentiellement des populations militaires, mais pour autant, il n'y a aucune raison que des données similaires ne soient pas observées dans la population civile. Ces observations montrent toute l'importance d'essayer de penser le rétablissement pour les troubles de stress post-traumatique. Le rétablissement étant bien défini comme étant le fait de pouvoir se dégager d'une identité de malade pour retrouver une qualité de vie satisfaisante.
il est, important à penser dans le trouble de stress post-traumatique chronique, pour lequel il faut définir des réadaptations, ajustées, c'est-à-dire des interventions qui vont aider la personne à retrouver un fonctionnement normal pour avoir une réinsertion, satisfaisante. Les patients avec des troubles de stress post-traumatique étant bien souvent obligés d'arrêter de travailler ou de quitter leur travail. Alors pour penser le rétablissement, une des modalités qui a été proposée par les Canadiens, c'est d'avoir une démarche holistique qui prend à la fois la dimension de souffrance de la pathologie, finalement qui est la cible, le résultat, souhaité du rétablissement et une dimension plus psychologique, celle des ressources psychologiques qui va cibler le processus en soi. Ces 2 dimensions étant, pas forcément en lien puisque on a tous fait l'expérience de sujets qui étaient sévèrement atteints et qui pour autant, semblaient avoir un niveau de ressources, élevé. Il est donc important d'essayer d'évaluer chez vos sujets à la fois la sévérité clinique, mais aussi, leur santé positive, leur niveau de ressources pour établir, leur prédictivité ou en tout cas leur pronostic de rétablissement. Néanmoins, dans la littérature, il existe, à ma connaissance, pas de données listant les ressources encore disponibles chez quelqu'un qui a un trouble de stress post-traumatique. Est-ce qu'il y a des ressources qui sont plus facilement maintenues ou est-ce que ça touche ensemble des ressources? Nous n'avons pas de données sur cette question-là, mais de telles données permettraient peut-être, c'est à vérifier, de définir des stades de rétablissement prenant en compte à la fois la sévérité du trouble de stress post-traumatique et le niveau de ressources des sujets, leur niveau de santé positive, pour penser des actions de réadaptation en fonction des stades. Une des approches de réadaptation qui probablement serait applicable sur tous les stades en ajustant les exercices, ce sont les approches utilisant la méditation pleine conscience. Deux méta-analyses récentes montrent les bénéfices de la pratique de la méditation pleine conscience sur la clinique du trouble de stress post-traumatique et le papier de la méta-analyse de Boyd isole des mécanismes psychologiques par lesquels la méditation pourrait agir sur les différents symptômes. Boyd propose que la réviviscence pourrait être régulée, la réviviscence traumatique, par l'entraînement des biais attentionnels et l'entraînement à une attention focalisée qui fait l'objet de nombreux exercices de méditation. Il n'a pas trouvé de papier mettant en évidence l'efficacité de la pleine conscience sur ces mécanismes psychologiques de façon à réduire les reviviscences. Concernant l'évitement, Boyd propose également que la pratique de la méditation pleine conscience entraîne le sujet à accepter ce qu'il vit et à s'ouvrir à l'expérience. Et ce mécanisme a été montré dans l'étude de Kim Roach en 2010 et de King en 2013, et posant la pleine conscience comme une action efficace pour aider le sujet à diminuer son évitement dans la vie de tous les jours. Troisième point, l'amélioration de la compassion à soi comme mécanisme qui pourrait améliorer les dysfonctions cognitives et émotionnelles des patients. Donc l'amélioration de la compassion à soi, la réduction des ruminations et de la colère du sujet envers lui-même. Et King a également observé que c'était bien ce mécanisme qui était efficace lors de la méditation pleine conscience chez le trauma pour améliorer la régulation émotionnelle. Sur le plan de l'hypervigilance, une étude récente, Stephenson 2017, montre que la méditation pleine conscience réduit le conditionnement de peur et les expériences interoceptives aversives. Ce qui est certain et de façon plus générique, parce que cela est efficace dans toutes les pathologies en lien avec le stress et d'autres souffrances psychiques, c'est que le fait de pratiquer la méditation en pleine conscience renforce le frein parasympathique, qui en soi est une action anti-inflammatoire et améliore la régulation émotionnelle, et qu'au-delà de ces mécanismes spécifiquement proposés par Boyd, il y a une action systémique liée à l'entraînement du frein parasympathique. La méditation pleine conscience apparaît donc comme un outil ou une intervention vraiment intéressante pour aider le rétablissement des troubles de stress post-traumatique, mais il est important de prendre en compte que cette pratique-là, si elle est intéressante, elle implique de se concentrer. Or, pour se concentrer, il faut être relativement paisible, ce qui ne caractérise pas du tout les sujets avec un trouble de stress post-traumatique qui expriment beaucoup d'hypervigilance et de reviviscence. Que pour méditer, il faut s'ouvrir à l'expérience et que s'ouvrir à l'expérience est quelque chose qui est compliqué pour des patients qui perçoivent le monde comme étant menaçant. Que pour méditer, il faut accepter et décider de prendre soin de soi,
pour des patients qui sont souvent dans la culpabilité, le blâme et la honte, prendre soin de soi n'est pas au cœur, de leurs priorités. Enfin, pour méditer, il est important de cultiver l'intention au quotidien pour pouvoir, se maintenir sa motivation à faire régulièrement des exercices de méditation et les patients, souffrant de troubles de stress post-traumatique sont des patients qui sont souvent déprimés. Il y a donc beaucoup d'obstacles à ce que les patients souffrant de troubles de stress post-traumatique pratiquent de façon, spontanée la méditation pleine conscience et il est donc important d'essayer de penser le vécu pendant les séances pour que ce ne soit pas trop anxiogène, de penser comment les motiver à poursuivre, les aider à accepter que la pratique de la méditation, est, centrée sur le faire et non pas tout de suite pour aller mieux et de penser également les modalités de pratique sur pour des patients qui, souffrant de troubles de stress post-traumatique, vont avoir du mal à sortir de chez eux ou à s'insérer dans des groupes. Donc cette approche complémentaire est une approche qui peut être, absolument mise en place dans les programmes de réadaptation. Ce n'est probablement pas la seule, mais, je vous la présente parce que finalement c'est la seule pour lequel, il y a des données, montrant que cet outil dans le champ de la réadaptation, et de la qualité de vie du patient est un outil qui a, démontré des effets légers à importants selon les études. Que retenir du trouble de stress post-traumatique? Que c'est une clinique de l'enfermement, qu'elle est bien sous-tendue par des modifications, structurelles du, cerveau centrées autour d'un défaut du contrôle de l'amygdale par le cortex préfrontal, que dans au moins 20 à 30 des cas, l'évolution est chronique et que les interventions de réadaptation, sont à penser, par les soignants et sont, un besoin vraiment, urgent pour les patients souvent souffrant de cette pathologie. Quelques références, bibliographiques, notamment sur les études de méditation pleine conscience, sur les conférences de consensus, celles de Bisson et de Stein, qui sont des publications faisant le point sur les traitements validés. Case qui propose une approche, du rétablissement et dans les pathologies psychiatriques chroniques et le papier de Yehounda qui est, le point sur la compréhension des troubles de stress post-traumatique, récemment publié. Je vous remercie. Vous avez, le mail de Damien Clavry et de moi-même en début de présentation et n'hésitez pas si vous avez des questions sur, cette présentation.